Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Mon rôle principal, on va dire, il est de structurer et systématiser, donc processer, recruter même et manager les équipes. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yaniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Notion. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yaniro Wiki, allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Salut Alexis, très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va très bien malgré le fait qu'il fait archi moche. Là, je tourne la tête à droite, je vois le temps qu'il fait à travers la vitre à Paris et c'est quand même pas beau du tout. Mais c'est pas très grave. Hein. J'imagine que c'est un peu pareil pour toi, Lorient ? C'est l'hiver. Du côté du 20e, c'est à peu près pareil. Je vois un peu de bleu. Ça reste l'hiver. Entre le 20e et Villejuif, ça se recoupe hein, globalement. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. En tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Je vais être honnête, je ne sais pas parce qu'on va présenter cet épisode sous le nom de Mantra et je pense que vous connaissez Lorient Gourovitch et Mantra, mais vous savez pas que vous connaissez Mantra, peut-être parce que ça fait pas très longtemps que le nom a changé. Donc en un mot commençant, je te laisserai volontiers présenter Mantra et te présenter pour voir si on peut reconnecter les wagons dans celles et ceux qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Pourquoi déjà Mantra ? Tout simplement parce qu'on va changer de nom. Donc Alexis, c'est un petit peu, ça arrive demain. En fait, c'est pour ça que je me suis permis de le dire dès maintenant. Ça fait 1 mois qu'on n'arrête pas de repousser. Si tu vas sur notre site Welcome to the Jungle, tu pourras voir qu'en fait, sur les vidéos qu'on a tournées, il y a déjà 3 mois, on parle déjà de Mantra parce qu'on savait qu'on allait changer de nom. Et pourquoi ce changement de nom ? Tout simplement parce que on a décidé, on a pivoté pour maintenant se concentrer 100% sur la partie école en ligne, sur laquelle on forme des fondateurs et des salariés de start-up et de PME, mais tu en reparleras peut-être tout à l'heure, et de délaisser totalement toute la partie média, puisque on travaille aussi du média. Souvent les gens nous connaissent à travers Growth Makers, qui était notre premier podcast sur les nouvelles méthodes marketing et growth, puis on en a fait 2-3 autres sur du commercial, du management aussi avec A-Team. Mais twist, en fait, c'est ça, Gourovitch, la moustache, tout me revient, c'était Growth Makers qui a changé de nom. Exactement. Et donc, effectivement, changement de nom Mantra pour un petit peu signifier ce pivot. Et toi, dans Mantra ex-Growth Makers, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'aime bien dire, je dessine avec mes mains, même si tu gardes pas la vidéo. Je comble un peu tous les trous, donc et toutes les fuites. Mais sinon, mon rôle principal, on va dire, il est de structurer et systématiser, donc processer, recruter même et manager les équipes commerciales, donc l'admission chez nous, 2 l'ops et l'expérience. 3, la finance, et j'accompagne aussi sur la stratégie un peu plus long terme, Gabriel qui est notre CEO, et le marketing, puisque il y a toujours beaucoup à faire et on reste une petite équipe. Et donc une petite équipe de entre 10 et 15 personnes, c'est ça alors on se parle ? Exactement, on bouge un petit peu, mais là actuellement on doit être 11 ou 12, très exactement. Et alors, c'est un tout petit peu connecté à ce dont on va se parler aujourd'hui. Vous avez lancé l'épisode, vous savez de quoi on va se parler. Première chose, pourquoi est-ce que je suis ravi d'inviter Lorient aujourd'hui ? Parce que Growth Makers, Lorient, Gabriel, c'est la famille sur l'écosystème Startup Scale-Up français. Vous avez quand même fait beaucoup de choses depuis un petit moment maintenant, 2017, 2018 probablement, d'un point de vue média. Donc moi, ça me fait très 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 plaisir de pouvoir écouter ce que tu vas nous raconter là-dessus. 2, et j'en profite pour faire un petit témoignage de sympathie, c'est que je pense que vous avez été les premiers en France à faire un format de podcast actionnable. On pense au daron, au padré, Mathieu Stéphanie qui a quelque part créé ou importé le format de podcast, j'allais dire inspirationnel, mais à ma connaissance, Growth Makers a été dans les premiers à dire on va chez Dataiku et on leur demande comment ils font des pubs Facebook et puis on en fait un épisode. Et c'est évidemment la matrice de ce format actionnable qui nous a donné envie de faire The Human Factor. Et d'autre part, il y a un autre truc qu'on partage avec Lorient, c'est le fait qu'on rencontre des gens formidables toute la journée.
parce que A-Team, le podcast sur les meilleures pratiques managériales et de team, s'ajoute aux autres médias de Mantra. Et en parallèle, ni Mantra ni Yaniro n'est une scale-up. On a une petite boutique qui fait des choses très bien. Mantra a une très, très jolie petite boutique aussi. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de prendre ce prisme-là, c'est-à-dire d'être exposé aux meilleures pratiques des plus grands, les pratiques les plus pointues, les plus complexes, les plus exotiques, et de voir dans le quotidien de dirigeants de Lorient, qu'est-ce qu'on garde en fait. Finalement, à la fin du fin, c'est quoi le MVP RH qui fonctionne, qu'on soit Dataiku pour les citer depuis tout à l'heure, ou qu'on soit, si je caricature, même si c'est le cas ni de Mantra ni de Yaniro, une boulangerie, quoi. C'est-à-dire une petite boutique, une jolie PME qui fait, qui apporte de la valeur tous les jours. On est parti là-dessus ? Ça me va parfaitement, Alexis. Et puisque tu faisais une petite dédicace à Mathieu Stéphanie, Growth Makers, peu de monde, je pense, le sait, mais du coup, ça a été, lancé. Gabriel s'est lancé parce qu'il était très bon copain avec Antonin Archer qui faisait une nouvelle école à l'époque, donc obligatoire de passer qu'à une petite dédicace à Antonin, s'il nous écoute ou s'il nous écoute un jour, quoi. Et je te laisse reprendre la main, Alexis. Exactement, Antonin que vous pouvez écouter dans son modèle rappeur sous le pseudo L'Enfant sur Spotify, parce qu'il a fait un beau pivot lui aussi. Alors, attaquons. Donc, MVP RH. En gros, quand on est exposé à toutes les meilleures pratiques RH, management, people, et qu'on a une boîte à faire vivre au quotidien, qu'est-ce qu'on garde ? Donc, on va commencer, Lorient. Tu as 4-5 points que tu as gardés, que vous avez gardés pour faire tourner Mantra. Et on va les regarder un par un. Le premier, il est côté recrutement, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Il y a des choses très terre à terre. Pour redonner un tout petit peu de contexte aussi, moi, à travers ce podcast, du coup, A-Team dont tu parlais, j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de dirigeants, de managers, de fondateurs. Et presque ceux que je préférais, c'était les fondateurs, parce qu'ils ont souvent des réponses que je me pose au quotidien en tant que fondateur-manager, en tant comment passer un petit peu de j'ai fait et maintenant je dois faire. Ce genre de questions qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais qui parfois sont assez complexes à résoudre dans mon quotidien, dans notre quotidien. Donc c'était vraiment déjà dans un premier temps très cool de leur part, de tout ce qu'ils nous ont partagé. Et là-dessus, il y a des choses très terre à terre, donc aussi actionnables. T'en parlais, nous, on a un gros biais pour l'actionnabilité, presque plus que pour l'inspiration, même si je pense qu'on a inspiré pas mal de gens. Mais oui, il y a un premier point peut-être sur le recrutement, mais sinon, en dehors de ce côté très actionnable, pour moi, il y a eu aussi un gros travail qui est plus pour chacun et peut-être pour chacune qui nous écoute, sur des questions de personnalité. C'est-à-dire que y a quand même là-dessus, je pense que tu auras même beaucoup plus de réponses que moi à faire, mais j'ai l'impression que management de manière générale, c'est aussi énormément lié à la personnalité de chaque personne et de comment on réagit face à des situations. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus fermes, beaucoup plus durs, pour qui l'humain, ça les touche tout de suite beaucoup. Il y a des gens qui sont très ouverts, d'autres qui sont très fermés, etc., etc. Donc, c'était aussi par rapport l'angle de ma propre personnalité. Donc, de personnes qui se posent parfois beaucoup de questions, qui n'a pas beaucoup de réponses, qui aime pas trop la confrontation. Bon, ça, je pense qu'on est une majorité. Donc, comment un petit peu mettre en place des systèmes, des choses comme ça pour éviter de passer des mauvais moments, parce que si on est entrepreneur, c'est aussi pour passer des bons moments. Donc voilà, mais on peut reprendre sur le recrutement. Carrément, faisons un petit avant-après. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? En gros, on est dans le package un peu MVP People. Qu'est-ce que vous suivez ou qu'est-ce que vous avez adopté comme process de recrutement ? Et avant de faire ça, qu'est-ce que vous aviez, et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui vous a motivé à basculer sur autre chose, quoi ? Dernière question, qu'est-ce qui nous a motivé à basculer sur autre chose ? Parce qu'on on aime la performance et on aime faire toujours mieux, on aime l'amélioration continue, que ce soit moi ou que ce soit mon frère et associé et cofondateur. Donc on aime toujours se dépasser et faire mieux en fait. Donc ça pour nous, ça n'a jamais été une question. Je pense qu'il y a très très peu d'ego dans le travail qu'on mène. On aime surtout la vérité et la performance. Donc ça c'était une première raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on a mis en place sur cette partie un petit peu MVP People dont tu parlais ? Je dirais une première partie recrutement, donc mise en place de process en même temps suffisamment simple
pour qu'ils puissent être suivis sans que ce soit une énorme machine de guerre, parce qu'on n'a personne qui est responsable RH dans notre boîte. Donc ça ressemble à quoi le process de recrutement ? Aujourd'hui, un process de recrutement chez nous, c'est 3 vraies étapes. Donc, une première qui va être un screening call. Donc là, l'idée, c'est vraiment de valider presque que la personne puisse fitter. C'est pas sûr du tout, mais au moins, on éjecte juste tous les gens qui sont venus. Non pas parce qu'il y a de la lumière, mais presque. Donc ça va passer par un premier screening call d'une 30aine de minutes. Et l'objectif, c'est de s'assurer des questions très bêtes peut-être, mais qu'on soit dans les bonnes fourchettes, sur les bonnes disponibilités, qu'il ait bien compris le poste, que sa trajectoire professionnelle ou de carrière jusqu'à maintenant soit aussi alignée avec le poste. Donc l'idée, c'est vraiment d'éjecter assez rapidement plutôt que de perdre du temps. Ce serait la même chose en sales pour faire presque une première préqualification avant de partir sur un process commercial avec une personne qui n'aurait pas du tout le budget ou qui n'aurait pas du tout le besoin, etc., etc. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, on va avoir une étape entre 45 minutes et 1h30. Après, là, ça va vraiment dépendre des postes. Mais ça va être des tests techniques. Donc, tests techniques commercial, marketing, financier, suivant les postes. Voilà. Et une dernière vraie étape qui va être une partie d'entretien culturel. Donc, où là, on va décortiquer. Celui-ci, on le fait souvent à 2, alors que ce soit un des cofondateurs. Après, ça va encore une fois dépendre de la seniorité du poste. Si c'est un poste un peu plus senior en CDI, ce sera forcément un des 2 cofondateurs, donc soit moi, soit Gabriel, accompagné d'une personne de chez nous pour faire un petit peu cet entretien. Et là, vraiment, c'est une bonne 1h30, voire 2 heures, encore une fois, suivant la seniorité du poste, où on revient sur les précédentes expériences. Bien évidemment, si c'est pour un stage ou une alternance, il y a souvent pas 4, 5, 6 expériences à creuser avec des résultats, des missions, des objectifs, ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Donc forcément, on rend la chose un peu plus short si c'est le cas. Et ensuite, c'est plus excuse-moi, mais c'est plus des rencontres d'équipe ou des choses comme ça. Vous faites qui sont à moitié des étapes. Bien évidemment. Et pardon, ça c'est pour moi c'est une demi-étape, mais c'est après l'entretien culturel. Si tout s'est bien passé, on demande à être bien évidemment mis en relation avec 1, 2, 3 anciens managers. Et la prise de ref est indispensable, même sur des postes early type alternance. Ok, donc on reprend. Vous avez un process où il y a premier phone screen pour vérifier qu'il n'y a pas un désalignement complet dans le fit, puis un entretien technique pour vérifier les compétences, puis un entretien culturel pour vérifier le fit culturel, puis prise de ref. Donc ce qui est intéressant, toujours dans la logique MVP, c'est que chez Mantra, en fait, on fait la même chose que chez Conto, quoi. À peu de choses près, à savoir un dérivé de la méthode Who de Geoff Smart, si je ne dis pas de bêtises. Fun fact, on fait exactement la même chose chez Yaniro, évidemment. Je pense, c'est pas mon épisode, donc je ne vais pas témoigner, mais je pense que tu peux témoigner de l'énorme différence que ça fait quand on met ça en place versus avant quand on le fait de manière artisanale, quoi. Je suis hyper d'accord. Nous, en plus, alors ce qu'on a fait juste avant et juste après, c'est aussi d'ajouter des petites questions directement par mail. On fait même un pré-screening où on s'assure, et là c'est plus parfois pour des postes vraiment très early, parce que souvent en CDI on espère quand même avoir des gens qui sont un peu plus pas là parce que juste il y a de la lumière, mais ça permet vraiment encore d'éjecter encore plus vite et de même pas perdre 30 minutes. Toi-même t'es fondateur de ta boîte, donc tu sais à quel point le temps c'est important et on n'a pas 30 minutes à perdre. Donc voilà, donc pas hésiter, et si le call doit durer moins de 30 minutes, c'est pas grave. Si on voit que ça fit pas au bout de la 3e question, moi maintenant je préfère être très sûr de moi et être non pas fermé, mais juste être très direct avec la personne en face, de pas lui faire perdre son temps, de pas perdre le mien, et de lui expliquer pourquoi en fait on va pas avancer dès maintenant, parce que si au bout de 3 questions il y a déjà des petites zones d'ombre ou des choses qu'on voit qui vont pas fitter, il faut bien s'imaginer que 3 semaines plus tard, après tous les entretiens, ça fitera pas. Et ça, c'est se mentir pour les plus jeunes d'entre nous, et moi encore, je peux le faire parfois, parce qu'on a absolument besoin de recruter. C'est aussi parce qu'on a des sujets très terre à terre. Ce qui est bien derrière le process, c'est que on va rendre un petit peu escalable, mais aussi un peu scientifique chaque choix qu'on va faire. Donc, une réponse, c'est presque un arbre de décision, ton process de recrutement. Là où, par contre, ça peut cacher un petit peu, parfois, ça peut être sans être l'arbre qui cache la forêt, mais c'est de bien aussi comprendre quels vont être les éléments sur lesquels il faut faire très attention. Par exemple, le fait quand tu as du mal à recruter sur un poste, tu commences à renier un petit peu des petites parties, tu vois, de ton process. Ah oui, en fait, là, cette question, oui, c'était pas top, mais et donc là, je pense que, mais je te retourne la question, c'est de faire très attention à ces sujets-là aussi. Oui, alors ça, tu abordes en creux la notion de la scorecard, de savoir ce qu'on mesure et de donner un score en fait sur chacun de ces items-là. Ça permet, pareil, je peux témoigner, comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent, donc
message caché, si vous n'avez pas un recrutement qui ressemble à ça et pas de scorecard, même si vous êtes une boîte de 2,5, bah faites-le, parce que ça va faire une grosse différence. Ça permet deux trucs en fait. Ça permet d'éviter les effets de biais. C'est-à-dire si on se dit ah tiens mais machin ou machine je le sens pas trop et tout, regarde la scorecard, il y a 4 sur 4 partout. Bah pourquoi je le sens pas? Bah peut-être parce que je suis biaisé comme n'importe quel être humain, et l'inverse est vrai aussi. Si on commence à se dire ah je suis fatigué, ça fait des mois et des mois qu'on cherche, bon cette personne ça fera l'affaire, bah regarde apparemment ça fera pas l'affaire ici et ici et ici. Et effectivement je te rejoins, moi j'aime bien penser les entretiens de recrutement comme des first dates, des premiers rendez-vous, au sens où tout le monde se donne au max à cet endroit-là, et après en général c'est pire, c'est pas mieux. C'est tout le monde se relâche, on enlève les beaux vêtements et on met les jogging quoi. Donc globalement il faut faire un petit peu attention à ça. Ok, donc ça hyper aligné. Ouais. Et je suis désolé de te couper, mais là tu as mis le point sur, je pense, la chose la plus importante du process de recrutement, c'est de passer un temps fou sur la scorecard. C'est la chose la plus difficile à faire, mais par contre c'est la seule chose qui nous permet derrière de prendre des bonnes décisions. Parce qu'en fait une scorecard qui a pas été assez bien travaillée, c'est juste on va pas le payer tout de suite. Donc, au lieu de mettre 4 heures à la faire, tu auras peut-être mis que 1 heure. Mais en fait, les 3 heures d'économiser, tu vas les payer dans 1 mois, dans 2 mois et dans 6 mois. Au pire, par une rupture conventionnelle. Au mieux, par juste, tu auras perdu un peu de temps en screening. Mais je pense que c'est le point, si je devais mettre un point d'attention à travailler, c'est vraiment celui-ci. Et alors, donc, si vous ne savez pas comment faire ça concrètement, bah, vous pouvez lire la méthode Who de GovSmart ou étudier, écouter les épisodes que tu avais fait chez iTeam sur justement comment on fait un entretien de recrutement, où tu avais détaillé chacune de ces étapes. Exactement, en compagnie de Pierre Canard, qui est aussi un de nos coachs, puisqu'on va parler plus tard d'executive coaching, peut-être dans un autre épisode, sans disclaimer, mais qui nous coach en tant que CEO et de cofondateur. Et on avait fait un double épisode là-dessus, qui était un peu le head of data numéro 2 ou numéro 3 de chez Cubin, pour ceux à qui ça parle et qui a recruté facile 120, 150 personnes, et qui est très tourné aussi process. Donc voilà. Yes. Donc ça, check, le recrutement, ça ronronne, c'est améliorable, il n'y a pas de souci, mais c'est une bonne base, c'est un bon MVP. Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre? Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre comme chantier RH qui fait office de bon MVP? Onboarding. Pour moi, onboarding, on cache beaucoup de choses dedans. Déjà, c'est comprendre l'onboarding, où est-ce qu'il démarre, où est-ce qu'il s'arrête. Il peut y avoir même déjà des pré-onboarding avant d'arriver dans la boîte. Et ensuite, c'est à quoi va servir l'onboarding. Pour moi, l'onboarding, il sert à donner un maximum de vision sur ce qui va se passer, donc et de donner aussi, d'accompagner la montée en compétences de chaque recrue et de lui donner un maximum de billes et lui donner toutes les cartes pour performer, pour atteindre ses objectifs dans le futur. Voilà. Et ça, concrètement, demain, je suis embauché chez Mantra. À quoi ça ressemble l'onboarding ? Alors, ça va dépendre sur quel poste, mais pour te détailler un petit peu peut-être un onboarding chez nous commercial, ça va passer par plusieurs choses. Ça va passer par une première semaine déjà simplement de découverte. Donc, cette première semaine de découverte, tu vas voir un petit peu tous les thèmes que tu vas voir. On va même te proposer, alors là on peut pas voir l'écran, je vais plus partager mon écran, mais on va même te proposer un calendrier précis où tu vas rejoindre et tous les meetings de team, où on va te présenter un petit peu toutes les routines, on va te présenter aussi les outils, donc que ce soit le CRM, que ce soit la base de connaissances Notion, on va te présenter tout ce qui est lié, et ça c'est un petit peu pour toutes les boîtes, tout ce qui est lié aux produits, donc chez nous c'est des produits de formation. Tout ce qui est lié aux produits un petit peu annexes, donc tout ce qui est financement de la formation, ça va être aussi de mise en place de l'environnement de travail, de faire des recommandations, de rencontrer tous les membres de l'équipe, des choses parfois qui sont peut-être un petit peu moins liées directement à la mise en place, à l'atteinte de ce objectif, mais de rencontrer l'équipe, c'est vraiment le plus important. Donc ce genre de choses, et ensuite on va l'étaler sur 3 à 4 semaines. Donc vraiment pour les sales, ça va être de faire beaucoup de shadow, beaucoup d'apprentissage de pitch. Et ensuite, l'idée, c'est qu'ils soient au bout de 4 semaines en capacité de prendre des clients du moment, ou des leads en amont, des prospects, de les prendre du premier rendez-vous jusqu'au closing. Voilà, tout simplement. Donc, d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y aura à faire. Et qui est le pilote ou la pilote de l'onboarding? C'est quelqu'un qui a un rôle dédié? C'est le manager ou la manager? Ça se passe comment? Alors, c'est le manager ou la manager en direct.
Oui, tout à fait. Donc là, pareil, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais c'est vrai que c'est aussi ça qu'on fait chez nous et qui marche bien. Moi, mon apprentissage, alors après, les étapes précises de l'onboarding, il y a énormément de manières de faire, mais globalement, la philosophie, c'est un peu la même, toujours, et pour faire un peu le 80-20, en gros, ce qu'il y a de plus important pour faire un bon onboarding, c'est je trouve, comme tu le disais, de nommer quelqu'un qui est entre guillemets chef de projet de ça, quelqu'un dont c'est le job, et le manager ou la manager, c'est évidemment la meilleure personne pour ça. De faire un espèce de point de passage obligé sur tout ce qui est important. C'est presque les petites, comment on appelle ça, les safaris Jurassic Park, où tu es sur la petite boule sur un rail et on te fait aller là et là, puis là, puis là, puis là. Enfin, en gros, partir du principe que tout ce qui est important à voir, faut que la personne l'ait vu. Et on s'assure de ça. Donc, quelque part, c'est presque une checklist. Et effectivement, globalement, de dire regarde avant de faire, puis fais assez vite, quoi. Parce que finalement, 4 semaines, ça va assez vite, quoi. Donc, hyper aligné. Et du coup, tu l'as dit sur l'emmener en safari, point A, point B, et s'assurer que ce soit bien acquis, hyper important, selon moi, de s'en assurer par exemple, la mise en place de tests, la mise en place de reviews, en fait. Là, je parle du commercial, donc ça va être des roleplays, mais ça peut être aussi vraiment des tests un peu bêtes et méchants, je mets des guillemets, même s'il n'y a que le son. Mais par exemple, nous, on a une base de connaissances sur du financement. Je vais te poser, au moins, pour valider que la partie financement, tu l'as bien comprise, tu vas avoir un petit test, 25 minutes, où tu vas devoir répondre à peu près une quinzaine, une vingtaine de questions qu'on va un petit peu déballer. Si tu atteins plus de 80%, tu peux passer à la suite. Si tu n'atteins pas plus de 80%, et on se refixe un point la semaine suivante, par exemple. Tu retravailles les éléments à améliorer et tu reviens la semaine suivante. Et ça, c'est sur chaque chose, donc les process, les outils, les pitchs, etc. etc. Parce que je pense que là-dessus, c'est vraiment aussi un sujet important qu'on ne voit pas forcément quand moi, j'ai regardé beaucoup de choses en termes d'onboarding sur ce qui se faisait de mieux, etc. Et c'est normal, hein, mais le diable se cache dans les détails. Donc, c'est très, très important dans ces détails, d'avoir forcément pour ces mini-tests ou ces systèmes de validation. Si on ne veut pas que ce soit des tests, ça peut être des petits QCM. On peut gamifier la chose suivant la taille qu'on fait, le temps qu'on a pour mettre en place ce genre d'onboarding. Et derrière, toujours aussi, là on va peut-être me prendre pour un mauvais, ou pour un robot, mais avoir toujours des traces écrites de chaque chose qu'on fait. C'est-à-dire, en fin de semaine 1, il y a une review, il y a des mini-tests, il y a un mail qui part à la recrue avec tous les éléments qui étaient très positifs, les éléments à retravailler et les next steps. Et en fait, là, c'est aussi de donner encore une fois, un maximum de vision à la nouvelle recrue. Et la personne qu'on va intégrer, qu'on va onboarder. Et nous-mêmes, en fait, si au bout de 4 semaines ou au bout de 2 mois ou au bout de 3 mois, ça va dépendre le temps de la période d'essai, de l'onboarding, etc. On voit que ça n'avance pas, déjà, on sait quand même, c'est pas juste, on s'est dit, là, c'était pas top, mais ça va être mieux, etc. On a des traces écrites. En fait, on a une décision, on prend une décision juste en connaissance de cause. Et il n'y a plus vraiment de discussion. Si à chaque fois, on est dans le vert, il y a une validation de la période d'essai, par exemple. Si à chaque fois, on est dans le rouge, il y a une non-validation de la période d'essai. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oh non, tout à fait d'accord. Pareil, pour le rendre le plus actionnable possible par le biais de l'exemple de chez Mantra, ce qu'on peut garder de l'onboarding philosophiquement, parce qu'après la manière de faire, il y a beaucoup de choses, c'est en gros s'assurer avec une certitude totale que la nouvelle personne qui rentre a littéralement tous les outils en sa possession le plus vite possible pour être capable de bien faire son boulot, donc toute la connaissance, toute la formation s'il y a besoin de formation, les compétences, le relationnel, donc ça, ne pas le laisser au hasard, mais dire, voilà, tu auras besoin de connaître ça, je te le présente, tu auras besoin de comprendre ou de savoir utiliser tel truc, voilà, je te le forme à ça, tu auras besoin de rencontrer telle personne, les voici, pour assez vite se mettre en situation de, le but du jeu, c'est que tu sois au top de ton game le plus vite possible, et sans te mettre la pression, on va essayer de le faire le plus vite possible, mais avec le bon parcours. Et donc, la deuxième partie de l'onboarding, ou plutôt la deuxième part de la phase de l'onboarding, le côté pile de l'onboarding, c'est une mesure de est-ce que ça onboard, quoi ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça avance ? Si ça avance pas, qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, quelque part, alors ça peut paraître un peu robot peut-être, effectivement, mais je suis un robot de la même famille que toi, alors dans ce cas-là, il y a quelque chose de l'ordre de, si ça avance pas, est-ce que c'est parce que tu comprends pas quelque chose ? Est-ce que c'est parce qu'il te manque de l'info ? Est-ce que c'est parce qu'il te manque de la formation ? Est-ce que c'est pas... Et si c'est rien de tout ça, ça veut dire qu'on peut s'inquiéter un petit peu, ou en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose qui vrille, donc qu'on doit adresser. Tu l'as dit, pour moi, c'est un petit peu la même chose que sur le recrutement. On a parlé, par exemple, de ton hiring document,
de ta scorecard, peu importe comment on veut appeler ça, là c'est un petit peu de la même manière, savoir d'avoir le bon brief en amont de qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les attentes vraiment précises de cette période d'onboarding. Parce que c'est vraiment ça qui, donne encore une fois un maximum de cartes pour la personne en face, parce que nous on a toujours l'impression en tant que recruteur que tout est clair, etc. Mais donc ça nous permet quand même de nous en assurer et derrière de se faciliter les discussions. C'est jamais facile de dire non à une période, de stopper une période d'essai. Donc en fait là, encore une fois, tu te facilites. Après c'est des questions de personnalité. Il y a des gens qui vont me dire pour eux c'est pas du tout difficile, pour moi ça l'est. Donc je préfère mettre un maximum d'outils en place pour que ça le soit moins. Voilà. Donc deuxième chantier MVP qui est assez facile à faire et qui marche, que vous ayez une boîte de 500 ou une boîte de 10, onboarding. Troisième chantier, tu en as un petit peu parlé, la partie gestion de la performance, que ce soit le build ou le run, avec ce que ça implique côté people, donc des reviews, des choses comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, gestion de la performance, peut-être le sujet le plus large, sachant que je pense si on entre vraiment sur le chantier pur de la performance, de comment faire surperformer, je pense que là-dedans, ça demande en fait une vraie analyse en profondeur et j'aurais pas forcément d'éléments suffisamment pertinents parce qu'après ça va vraiment dépendre des équipes. Nous, ce qu'on a gardé en place pour s'assurer de la performance, t'en as parlé. Pour moi, il y a déjà de comprendre comment tu fais performer une équipe. Donc, de comprendre quels sont les éléments où on a du run. Donc, dans tous les business, tu vas avoir du run. Pour prendre l'exemple de l'école en ligne, nous, du run sur une équipe commerciale, ça va être tous les rendez-vous qu'il y a à faire chaque semaine. Ce qu'on va appeler du build, donc de la construction, ça va être par exemple de construire une présentation commerciale, ça va être d'écrire un discours de vente, de construire une stratégie. Sur une équipe opération et expérience, par exemple chez nous, il va y avoir du build qui vont être de la création, par exemple, de formation. Il va y avoir du build aussi qui pourrait être un petit peu entre les deux, mais sur de l'amélioration de formation, donc comment on suit ça. Et il va y avoir du run, donc vraiment du suivi en fait hebdomadaire de chacun de nos élèves, de chacun de nos mentors, de s'assurer en fait de l'expérience classique. Sachant que là, on va avoir deux manières, selon moi, de suivre la performance. Normalement, la performance du run, tu vas suivre, tu me coupes si t'es pas d'accord, parce que c'est comme ça on pourra en discuter, mais sur tout ce qui va être du run, on a normalement des indicateurs de performance, donc des KPI pour les Anglais d'entre nous. Mais donc, on définit ces indicateurs de performance, et là, on les suit chaque semaine. Je pourrais parler juste après des routines. Sur le build, on va avoir plutôt... en fait, toute la partie du suivi de roadmap et d'analyse de roadmap, on va avoir un petit peu plus de mal selon moi, à suivre la performance du build. Donc, ce qu'on va plutôt faire, ça va être de suivre, dans ce cas-là, soit des KPI au mois, au trimestre et des indicateurs un peu plus larges, par exemple de conversion si on fait du marketing, etc. Donc de suivi de taux de conversion, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que j'essaye en même temps je parle, en même temps j'essaye de structurer ma pensée. Les OKR, tu les mets comme un outil de suivi de build, du coup ? Exactement. Et si je remonte un petit peu, parce que là, je suis parti directement sur run et build, mais du coup, sur le build, nous, on démarre par, c'est quoi la vision déjà de la boîte ? À 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Et vision, mission, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais du coup, et ensuite, en fait, vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire cette année ? Donc, on va passer de cette vision à comment je définis des OKR. Je sais pas, tu as déjà dû faire des épisodes normalement sur OKR. Donc, objectif Key Results et donc objectif résultat clé, qui est une méthode de fixation d'objectifs venue, je sais pas moi, de chez Google et de chez tous nos amis de la vallée. Mais du coup, l'idée étant simplement de fixer des objectifs déjà pour l'entreprise. Nous, c'est le plus high level qu'on peut faire et ça va être un travail qui est fait par le CEO et du coup par mon cofondateur et par moi-même. C'est un exercice qu'on va faire en descendant et en remontant. Donc, on va le faire une première fois, discuter de ce qu'on pense qui est pertinent, définir les objectifs, les résultats clés. Ça, on va le faire pour la boîte. Ensuite, on va le faire par pôle. Donc, on va avoir des pôles marketing, comme je disais, par exemple, nous, dans une école, des pôles marketing, des pôles finance. On va avoir un pôle commercial et un pôle expérience et ops. Suivant, ces pôles, on va avoir du coup des OKR qu'on va appeler par fonction, par pôle. Et de là, ensuite, du coup, on va avoir des OKR qui vont très vite être des OKR d'équipe, puis une dernière brique qui vont être les OKR individuels de chaque membre de l'équipe. L'idée étant de se dire comment chaque membre de l'équipe apporte sa pierre à l'édifice du build sur les OKR de l'équipe, les OKR de la boîte. Et je trouve que c'est un très très bon outil pour
s'assurer en fait que tout le monde est aligné de la vision la plus haute jusqu'à l'opérationnel vraiment terrain et presque la to-do en fait journalière de chacun. Et ça permet aussi en fait de communiquer au mieux cette vision et de donner vraiment un maximum de clarté. Donc tout ce qui va être du build chez nous va passer par justement ces OKR. Donc ça, c'est effectivement une partie qui est cruciale, d'avoir une modélisation du build et du run par les bons indicateurs, donc OKR pour le build et KPI pour le run. Donc si vous avez juste besoin d'un exemple, si vous n'êtes pas familière avec ça, un bon KPI de run, ça pourrait être, je sais pas, moi je suis commercial SDR, donc je suis censé chasser, je suis censé, je sais pas moi, avoir 10 calls par jour, enfin trouver 10 calls par jour. Ça, c'est du run, parce qu'en fait je vais le faire tous les jours donc on peut mesurer peut-être qu'à 10 je suis dans le vert et qu'à 5 je suis dans le rouge. Ça peut être un exemple de run, parce que c'est tout le temps la même chose. Le build, ça va être effectivement chez Mantra on lance un nouveau produit, donc on s'est mis dans l'OKR quarter 1 qui termine fin mars, que fin mars on a bouclé tel nouveau produit, telle nouvelle offre de formation du coup à la fin du mois on se dit que le truc il est fait ou pas fait. Mais je pourrais dire aussi on veut être interviewé par 3 grosses chaînes de télé. Voilà, donc ça veut dire qu'on va faire de la RP, de la relation presse. À la fin du quarter, on va dire si c'est fait ou pas fait. Donc ça, c'est effectivement KPI et OKR. On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement avec Lorient. Moi, je suis hyper surpris de voir le nombre de boîtes qui font pas ça. C'est idiot, mais parce qu'on pourra en reparler un peu après, notamment pour la partie people, mais ça complique gravement la donne quand on n'a pas ça, quand on veut parler de performance avec les équipes. Ma question, c'est comment ces concepts-là vivent au niveau des équipes. C'est quoi les rituels qui vont avec, qui font que, où que je sois chez Mantra, je suis connecté à la performance? Alors, en termes de rituels, qu'est-ce qu'on a ? Je vais regarder mon agenda. Moi, là-dessus, c'est mon petit disclaimer, mais moi, en fait, ma source de vérité, elle est forcément dans mon agenda. C'est-à-dire que je vais avoir un petit peu ce second cerveau. Je vais avoir mes OKR, des OKR et des KPI. Et du coup, de ça, je vais en avoir une roadmap individuelle ou une roadmap perso de moi sur chaque sujet de build, chaque sujet de run, etc. Et ensuite, je vais tout avoir dans mon agenda. Donc, en fait, on va avoir par équipe déjà des weekly. Ce qu'on va appeler une weekly, c'est assez simple, mais ça va être vraiment de la review de KPI. Donc weekly marketing, weekly learning, weekly sales. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'arriver. Nous, on arrive avec des KPI. Il y a une personne qui lead, normalement le manager sur le pôle. Et donc, sur chaque sujet, on va faire une redescente de KPI et d'essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, ça va être le mercredi qu'on va avoir une weekly roadmap où là, on va justement passer en revue toute la partie beaucoup plus build et durant 1 heure, chaque personne, on redescend la roadmap, chacun a des choses à faire, que ce soit sur du marketing, sur de l'ops, etc., etc. Et donc là, on passe en revue si on est dans les temps, si on est dans les temps, si on n'est pas dans les temps, pourquoi, c'est quoi les prochaines étapes et on avance comme ça. Voilà. Et ensuite, après, ce sera plus des reviews un petit peu particulières puisque ce sera soit des choses totalement individuelles. Donc, moi, j'aime me faire des daily reviews le soir. Donc, à 19h, je prends 20 minutes pour réanalyser ma journée, donc ma to-do, ce que j'ai produit, pas produit. Analyser aussi mon emploi du temps. Donc, où je vais pouvoir m'assurer en fait de tout ce qui a été fait, pas fait, pourquoi, déplacer, replacer et reproduire, remettre à jour ma fin de semaine. Encore une fois, parce que comme je disais, ma source de vérité, moi, c'est mon agenda. Je vais aussi avoir, j'enchaîne vite, mais parce que je vois juste le temps qui passe. Je vais avoir ensuite des choses là où ce sera beaucoup plus de la partie one-to-one, mais peut-être que tu voulais y venir. Donc, je vais avoir des reviews en one-to-one. Donc ce qu'on appelle en sales des reviews de pipe, donc là où j'ai chacun de mes représentants qui présente ses résultats. Et là, l'idée, c'est tu as le représentant et le manager et on challenge et on accompagne. L'idée, en fait, c'est juste que si c'est dans le rouge, pourquoi ? Si c'est dans le vert, pourquoi aussi ? Comment on fait mieux ? Comment on continue ? Et je vais avoir des reviews plutôt monthly avec les gens qui ont moins de run. J'allais pas dire pas important, mais qui un sales qui pendant 2 semaines de suite ne fait pas ses chiffres sur une taille de boîte
du coup d'un peu moins d'une quinzaine de personnes, mais peut-être que plus ce serait pareil, hein, mais je peux pas du tout me permettre de pas avoir la visu dessus et de l'accompagner et de l'avoir un peu challengé et moi de m'en assurer. Là où une personne qui construit, je sais pas moi, qui nous suit des apprenants, normalement on a déjà construit tous les process, etc. C'est moins grave et donc là c'est moins grave. Du coup c'est plutôt des monthly reviews où on s'assure que tout se passe bien, etc. Et je vais avoir des one-to-one un petit peu plus longs, mais où on élargit un petit peu sur le ressenti, la performance, l'auto-évaluation. Ouais, donc ce que je vois, c'est rituel collectif de build, rituel collectif de run, donc avec les reviews de roadmap et reviews de KPI, temps individuel entre manager et direct report, donc là pour prendre ton exemple, et tu mets la temporalité qui va le mieux avec le métier, en fait, globalement, et ça a pour objectif de faire en sorte que quelque part, si je dis pas de bêtises, à un instant T, toi, tu as une idée de la performance de la boîte déjà par rapport à ce qu'on s'est fixé, et tu as aussi une idée quelque part de qui est top performer, qui est sous-performer dans la boîte. Exactement. Et en fait, encore une fois, comme on l'a dit, que ce soit à travers, premièrement, le recrutement, l'onboarding, puis ensuite aussi continuer le coaching, la montée en compétences. Moi, ça me sert aussi, du coup, à solutionner des problèmes. L'idée, c'est de se dire, les process solutionnent beaucoup de problèmes, mais en fait, ça va jamais être parfait. Le monde est jamais parfait, donc il y a toujours des moments où on va discuter, parfois en weekly, où on va pas seulement discuter de KPI et on va rentrer un peu dans certains détails. Et là, c'est aussi un petit peu le moment, c'est de se dire, je prends ce moment-là, par exemple, pour des commerciaux qui ont besoin d'être, toujours remotivés, 2 aussi de challenger dans leur approche et coacher, de me dire c'est aussi un moment que je prends de coaching en plus où je leur propose des solutions pour tous leurs bloqueurs, où on discute, où on échange, on brainstorm aussi un peu. Voilà. Oui, bien sûr. Alors ça, on l'a pas souligné parce qu'effectivement, Elorian et moi, on a un petit peu l'habitude quelque part d'entendre la manière dont ces rituels fonctionnent, mais tous ces temps tous ces points entre le manager et l'équipe, c'est pas un conseil de classe. C'est pas t'es dans le rouge, t'es dans le vert. Non, c'est on regarde la réalité telle qu'elle est et puis évidemment on trouve des solutions, on fait en sorte que ça marche. Exactement. Et encore une fois, de la même manière, mais là c'est peut-être l'avis que j'ai en ce moment, c'est de toujours garder une trace écrite de ce qu'on fait. On en a fait l'expérience, en plutôt mal, mais c'est que de se dire des choses à l'oral, c'est hyper important de se challenger. Mais en fait, c'est la trace écrite nous permet d'avoir justement cette trace de tout ce qui s'est passé, en fait, et d'avoir vu sur ce qui était plus ancien. En fait, ça nous permet, dans le meilleur des cas, de voir qu'il n'y a que du vert et la personne peut revenir vers nous, parce que moi, j'aime bien donner la responsabilité de la réussite à la personne. Et de dire, moi, je dois accompagner cette réussite, mais la responsabilité, j'aime beaucoup responsabiliser un maximum les équipes. Et ça, je trouve que ça passe aussi par le fait de, quand ils voient que c'est dans le rouge, ils travaillent à améliorer le rouge, et c'est à eux de revenir vers moi, mais vers leur manager, la N+1, des collaborateurs, même si c'est des gens à côté, pour trouver aussi des solutions. Mais quand c'est dans le vert, aussi d'être en capacité de dire, regarde, ça fait 3 mois que je suis dans le vert, maintenant j'ai envie de travailler sur ces 2 sujets en plus, voilà, et en fait d'arriver aussi de continuer de construire la carrière. Et je trouve qu'ajouter ces traces, c'est vraiment ancrer les choses dans le temps, et pas seulement des discussions, oui, on l'a eu cette discussion, mais en fait on a oublié, etc. Ce que je voudrais pointer dans les 3 chantiers, les 3 piliers d'un MVP RH People qui fonctionneront à peu près quelle que soit la taille de boîte, c'est que vous avez compris un thème commun. Le thème commun, c'est d'objectiver en fait. À partir du moment où on objective les compétences dont on a besoin pour un job et qu'on se force à se dire ok, c'est quoi le portrait robot, la personne qui va être notre dream person pour ce sujet, on avance. Si on objective un parcours d'onboarding, on est capable de dire ok, pour que quelqu'un soit en pleine possession de ses moyens, faut qu'il ait vu ou qu'elle ait vu ça. Et qu'après on objective la performance, on est capable de dire là c'est ça qu'on essaye de faire, on essaye d'atteindre un niveau NBA par exemple, et le niveau NBA ça se mesure comme ci comme ça. Ça permet aussi d'éviter des débats dans tous les sens, parce qu'en fait à l'inverse, et alors là vous me voyez pas mais je lève la main de culpabilité parce que j'ai fait aussi plein d'erreurs, quand on a un recrutement qui est mal fichu, on risque des biais, ou on risque de recruter quelqu'un qui a l'air super mais qui en fait est pas bien, parce que c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il est pas un bon fit pour le poste, tout simplement parce qu'on s'est pas assez posé la question de ce que c'est que le poste. L'onboarding, si on s'est dit ouais mais non mais ça va aller, on prend le risque qu'en fait beaucoup trop tard il y a quelqu'un qui nous dit non mais ça j'avais pas compris, ou ça j'avais pas cette info, j'avais pas cet outil, etc. et on perd du temps. Et la performance pour moi c'est presque le pire, parce que si on n'est pas capable de dire ok, ce que tu dois faire là, ce que j'attends de toi,
le niveau de ce que tu es censé faire, c'est closer X deals par mois. Ok. Bah, si vous n'avez pas ça et que vous dites juste fais de ton mieux, vous ne pourrez pas dire à la personne qu'elle est en sur ou sous-performance parce que vous n'aurez pas de point de comparaison, ça va être des discussions à n'en plus finir. Vous allez dire non mais t'es pas au niveau, c'est pas bien ce que tu fais, bah, pourtant je me donne à fond, je travaille soir et week-end pour toi. Enfin, ça devient des discussions qui sont centrées sur la personne alors que ça devrait être des discussions qui sont basées sur le résultat. Je suis hyper aligné et en plus de ça, mais c'est ce qui est le plus difficile, bien évidemment, c'est que c'est facile d'arriver de l'extérieur et de dire oui, bah en fait, regarde, on a des KPI, on a ça, on a encore du mal, il y a encore plein de choses qui évoluent très vite. Maintenant, d'objectiver et en fait juste d'avoir, comme on en parlait tout à l'heure, d'avoir le bon brief. Sur les bonnes situations, ça nous permet d'avoir la bonne personne et d'avoir la bonne personne, c'est-à-dire par exemple un top performer, s'il arrive chez toi et que tu dis que tu sais pas trop combien il doit faire, etc., en fait il vient pas chez toi. Peu importe le métier que tu vas lui proposer, peu importe le package, les top performers, ils aiment être challengés, ils aiment qu'on leur dise la vérité, c'est-à-dire comment faire mieux tout le temps. Si ça va pas, on se le dit, si ça va, on se le dit aussi. Donc je pense à ça et je pensais à autre chose qui vient de me sortir de la tête. Mais qui va sûrement me revenir. Oui, non, je pensais à... il faut aussi se dire qu'on a le droit, selon moi, un peu à l'erreur, mais ne pas se réfugier un petit peu derrière dans l'erreur. C'est dire, quand on fait des erreurs, c'est pas grave. Comme, tu vois, on n'en a pas parlé, mais tout le monde a l'habitude de repousser des one-to-one, des choses comme ça. Ok, c'est pas parce que tu en as repoussé depuis 2 mois que demain, c'est pas le bon moment pour prendre la décision d'arrêter de les repousser et d'en remettre plein. Si j'ai une personne chez moi, si elle m'écoute, elle va savoir très bien de qui je parle. Je l'ai pas pris en one-to-one pendant 2 mois et demi. Et après, je lui dis, mais en fait, non, c'est bon, demain, on reprend et on s'en remet un et puis on reprendra chaque mois maintenant. Et voilà, donc pas non plus, c'est pas grave, c'est pas parfait, mais on est juste honnête avec nous-mêmes, transparent, de se dire on a fait des erreurs, on continue et on améliore. Ouais, ça c'est hyper important et je pense que c'est un bon message d'atterrissage pour ce point. C'est les trois outils, les 3 piliers qu'on vous propose comme un MVP RH qui a fait ses preuves chez Mantra et qui a été inspiré par toutes les boîtes que tu rencontres et que nous aussi on rencontre par d'autres angles. Ça fonctionne bien, c'est des bons points de repère, mais on peut faire de notre mieux et tendre vers ça. C'est l'équivalent de savoir que globalement aller à la salle 2 ou 3 fois par semaine et manger un petit peu moins gras, c'est probablement mieux. On le sait, une fois qu'on a le cadre, des fois on va déraper, des fois ce sera moins facile, des fois machin, mais tant que vous savez que c'est ça la bonne base vers laquelle revenir, vous avez déjà fait un sacré pas en avant, quoi. Je suis hyper d'accord et encore une fois, ça a rien de s'infliger des choses soit qu'on n'a pas envie de faire. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie du tout d'être dans certains sujets. Par contre, si c'est indispensable, il va falloir que quelqu'un les fasse, ces reviews, donc de déléguer à la bonne personne, et non plus de pas se mettre la pression, c'est-à-dire on construit petit à petit. Nous, on améliore encore. Là, on a fait depuis quelques temps, depuis quelques mois, je parlais de coaching, mais du coup on a mis en place des vrais meetings qui chez nous s'appellent workshops maintenant. On va avoir différents types de workshops où on va chercher vraiment à auditer, à comprendre. On va avoir des workshops de brainstorming pur, des workshops de rassembler les informations et de décider. Ça, c'est des choses qu'on faisait pas du tout avant. Il faut juste être, en fait, s'autoriser à faire des choses pas parfaite, mais par contre juste à avancer et petit à petit. Ça, c'est vraiment les comment dire. Il suffit de lire quelques livres sur la construction de routines ou de bonnes habitudes, et c'est de se dire on n'est pas là, on construit pas. L'objectif, c'est pas de construire une routine parfaite, c'est de construire une routine qui nous va et surtout qu'on peut quand même tenir les jours où on n'est pas du tout motivé, etc. Tout à fait, amen à cela, je vois très bien de quoi tu parles. Donc vous l'avez compris, si vous ne savez pas par quel bout prendre les sujets RH parce que c'est très compliqué, posez un bon process de recrutement, posez un bon process d'onboarding, posez une bonne gestion de la performance et les bons rituels qui vont avec, et vous aurez le MVP de la fonction people pour une petite structure, et il sera toujours utile de construire par-dessus ça. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, mon cher Laurian. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ?
Alors, où est-ce qu'on me retrouve en live tous les soirs sur Twitch? Pas du tout. On me retrouve, blague à part, sur LinkedIn. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, avec grand plaisir. Hein. Donc sur LinkedIn, Lorian Gourovitch, j'imagine que tu mettras peut-être le lien on mettra en description dans les notes d'épisode. Et je regarderai sur Twitch si tu stream Elden Ring tous les soirs sous le nom de El Gourovitch. On regardera ça. Est-ce que tu as du contenu, livre, podcast, blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices pour aller plus loin? Pour aller plus loin, très bonne question. Qu'est-ce que j'ai noté dans les questions que tu m'as envoyées? Alors, j'ai un livre que j'apprécie beaucoup sur le management de manière assez générale, mais qui est un peu plus pour les grosses boîtes, mais je trouve qu'il peut s'appliquer, qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team. Alors, je me souviens plus du tout de l'auteur. C'est un nom italien, mais je me souviens plus c'est quoi l'auteur, et je l'ai pas juste sous la main. Sinon, le livre dont tu as parlé, The Hay Method for Hiring, voilà, on excusera mon accent, mais qui est un très bon livre sur le recrutement, je pense, pour poser aussi les bases quand on n'en a jamais vu. Et sinon, moi, j'aime les livres qui n'ont rien à voir avec le business, donc je vais pas forcément en citer. Et enfin, tu connais notre tradition sur ce podcast, une tradition de passage de flambeau. Si tu étais à ma place, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? À qui est-ce que tu passes le micro pour un futur épisode? Sur tout ce que j'ai dit, pour qu'il le redise beaucoup mieux, à Pierre Canard, qui est un coach actuellement chez nous. Et voilà. Pierre Canard de Cubin. Donc, si tu as envie de venir, tu es le bienvenu. Lorian laisse le micro et le casque en partant. Et moi, ça me ferait très plaisir parce que je trouve que Cubin, c'est une boîte qui est pas aussi connue que ce qu'elle devrait. Je trouve que c'est une très jolie boîte. Je connais pas Pierre personnellement, mais peut-être un tout petit peu moins visible que d'autres. Donc, si on peut parler de Cubin dans le podcast du Human Factor, ça serait très cool. Écoute, Lorian, moi, c'était un plaisir de te recevoir pour cet épisode. Partagé. Je te remercie pour ton temps. Je te dis à très bientôt, peut-être sur A-Team. Regardez un petit peu ce qui se passe sur A-Team déjà parce que c'est un super podcast. Et puis, on verra bien s'il y a un petit peu de ping-pong qui va se faire dans de futures semaines. En tout cas, un grand merci et puis à la prochaine. Grand merci à toi, Alexis. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yaniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yaniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.